Voilà. Donc, bonjour, bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui risque d'être un peu longue, je sais pas encore, puisque c'est, évidemment, je suis au début de l'enregistrement, et je vais vous balancer cette vidéo telle quelle, en entier. Donc, normalement, on va essayer de faire un peu moins d'1 heure. Et donc, cette vidéo, je vais la faire autour du futurisme. Et je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Marc Daniel. Bonjour Marc. Bonjour, merci pour l'invitation. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie d'être venu. Et je te remercie pour le fait que tu m'aies redonné goût au futurisme en fait. Parce que c'est via tes articles que je suis retombé là-dessus. C'était un mouvement qui m'était resté en tête pendant des années et des années, et ça a été l'occasion pour moi du coup de me plonger dedans une bonne fois pour toutes, et j'ai beaucoup apprécié cette balade. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir de te permettre d'y avoir accès, parce que je me suis rendu compte, après la rédaction des articles justement, que c'est un courant qui est faussement reconnu. C'est-à-dire que tout le monde en a Oui. vaguement entendu parler de loin, mais on leur parle du contenu concret. Personne ne savait. Donc j'ai fait les petits articles et ça a eu un plutôt bon écho. Mm. C'est, je pense aussi, pour une des raisons pour le fait que ce mouvement, il est un peu cette espèce de méconnaissance, tout en étant à la fois très connu. Je pense que c'est le nom du mouvement en soi, futurisme. Ça claque, ça reste dans la tête, t'as tout de suite plein d'images, plein de fantasmes qui te viennent, et ça reste très facilement à l'esprit. Alors que concrètement, c'est quand même assez particulier. Est-ce que c'est un courant artistique et philosophique à part entière qui est très, très structuré, mais le nom renvoie peut-être pas forcément l'image de ce que c'est vraiment? Parce que moi, à la base, on me disait Mm. futurisme, je pensais juste inverse de réaction, tu vois? J'allais pas plus loin. Ouais, ouais. Ouais, où tu te dis, ouais, des gens qui sont juste obsédés par le futur. Enfin, c'est un peu nébuleux, mais ça fait rêver, ça reste en tête. Bon, j'ai oublié de faire ta présentation, donc est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, bien, pas de souci. Alors, je m'appelle Marc Daniel, je suis rédacteur à Rage Culture et on va dire que je suis plutôt un élément, on va dire, philosophico-littéraire, je me considère comme étant esthète, donc intéressé par, tout ce qui rend esthétique une civilisation. Donc ça passe par, la culture, par les arts, la littérature, la puissance en règle générale et de par, cette curiosité et ce centre d'intérêt, je finis par m'orienter sur, l'étude de différents courants artistiques, parmi lesquels le fameux futurisme. Bah voilà, super. Bon, les Rage, vous connaissez, hein, les auditeurs. Je vous en ai suffisamment parlé chez VV ou même sur cette chaîne. Donc Rage, c'est moi aussi, je suis rédacteur pour Rage. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Marc, et donc j'ai lu ses articles sur le futurisme, ouais, qui étaient excellents. Comme je vous ai dit, ça m'a donné envie de me Merci. replonger dedans. Euh, on va commencer par une petite anecdote sur comment as-tu découvert le futurisme. Voilà, comment as-tu découvert ce mouvement? Alors, je l'ai découvert très tôt, mais je l'ai approfondi plutôt sur le tard. C'est-à-dire que j'avais 16 ans et c'était, à l'époque où je commençais ma politisation. Donc, étant très curieux et vraiment, peu fixé de par, l'apolitisme de mes parents, je lisais vraiment tout ce que je pouvais trouver. Donc je me suis renseigné sur, le marxisme, sur le libéralisme, sur différents courants. Vient le moment de m'intéresser, l'époque du totalitarisme forcément vient dans mon champ d'études et je commence à m'intéresser au fascisme. Et je crois bien que c'est un lien, sur une page Wikipédia destinée à parler, du fascisme, qui m'orientait vers le futurisme comme étant un des éléments fondateurs du fascisme à l'italienne. Et à l'époque, j'ai découvert cette philosophie, enfin ce courant artistique et j'en étais tombé, assez amoureux. J'avoue qu'au lycée, j'étais, très, très dans le délire futuriste, sans l'avoir lu. Mais T'étais futuriste après l'avoir lu ou pas en étant au lycée? alors, je me disais futuriste, mais je ne connaissais que la page Wikipédia. J'avoue que j'avais pas eu accès parce que alors ça peut paraître, assez idiot, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, trouver des textes traduits de Marinetti, donc l'auteur, tête d'affiche du futurisme, c'était quasiment impossible. Il fallait parler Ouais, italien. c'est très très dur. Et même aujourd'hui, encore, c'est vraiment compliqué. Pour vous dire, le livre que j'ai, c'est Tuons le clair de lune. C'est une édition qui est proposée par la Nouvelle Librairie. Bon, Nouvelle Librairie, librairie très connue à droite, n'est-ce pas? Et, Oui, quand même. et j'ai essayé de le commander en dehors de la Nouvelle Librairie. J'ai pas réussi à l'avoir. Je l'ai commandé dans 2 librairies différentes. Je l'ai pas reçu.
laisse tomber le cauchemar, c'était vraiment trop Ah non, chiant. non, vraiment introuvable. Et j'ai dû me déplacer sur place à Paris dans la nouvelle librairie pour le trouver. Et le livre, c'est celui-là que t'as aussi, cette version-là. Oui, c'est la même version, oui. Bah, je crois même que c'est moi qui te l'ai conseillé d'ailleurs, si je me trompe pas. Oui, oui, tu m'en avais parlé. Après, bon, voilà, j'ai pris ce que je pouvais prendre. Donc ça Oui, tombe oui, bien, c'était une très bonne. Et bah je vous la recommande du coup. Donc sur le site de la nouvelle librairie, le bouquin est très joli. J'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment sympa. ouais, Vous c'est voyez, vrai. il y a le papier plutôt, enfin ouais, le papier cover est plutôt bien. C'est Et bien écrit. C'est un regroupement de plein de textes. C'est pas juste tuons le clair de lune, contrairement à ce qui est marqué. Tuons le clair de lune, qui en réalité est une espèce de roman manifeste. Ce serait le deuxième manifeste du ouais, futurisme. c'est ça. Il y a aussi le premier manifeste. Et il y a plein de petits textes très sympas. Notamment le mépris de la femme, qui m'a beaucoup fait rire. Qui est absolument odieux, Ouais, enfin, mais très drôle. je sais pas si en vrai, bon, on en parlera plus tard. Je sais pas si on peut vraiment dire odieux parce que ça part tellement dans des sens bizarres que c'est Mais ça part dans, c'est impossible en fait. ça part dans des sens bizarres, mais ça garde quand même une cohérence globale quand tu lis vraiment le texte de. Oui, en- Il y a une forme de logique qui en sort. Bon, c'est une logique oui, particulière, mais ouais, après, très particulière. Vous avez jamais connu ça, les gens. Je vous dis tout de suite, préparez-vous. Ouais, je dans la quatrième dimension là, quasiment. et petit détail sur l'édition que je trouve très sympa, si tu veux parler de la page de couverture directement, Hmm. c'est une photo à la base de Marinetti, donc disponible en noir et blanc, une des seules photos donc des années 1910-1915, qui a été refaite et repeinte dans le style de Russolo, qui est lui un peintre futuriste. Donc ils ont essayé de combiner une photo pour en faire une peinture sur la couverture. Je trouvais ça pas mal. Et c'est là qu'on voit aussi avec cette couverture l'influence du futurisme sur des mouvements comme le cubisme par exemple, puisqu'elle fait Ouais, très cubique aussi cette tout à fait. voilà. Donc le futurisme mine de rien, vous allez le voir, a eu une très grande influence. Ok. Bon voilà, excellente anecdote sur ta découverte du futurisme. Bah, moi je partage la mienne. Moi le futurisme pareil, je l'ai découvert à peu près au même temps que toi. C'était au lycée. Je pense que ça devait être en première. J'avais un prof d'histoire qui était excellent, qui était un très très bon prof. Et c'était un cours à un moment donné sur les mouvements artistiques. Et il nous avait parlé du futurisme. Et moi, ça m'avait énormément marqué. Ce qui m'avait marqué, c'était la musique futuriste. Il nous avait expliqué que les mecs faisaient des musiques avec des bruits de bagnole. Et moi, ouais, ça a vraiment marqué mon imaginaire. Je me souviens, à l'époque déjà, pareil, je m'étais renseigné sur ce mouvement par moi-même. Je pense que j'avais moins approfondi que toi, mais je m'y étais quand même intéressé. J'avais écouté des musiques futuristes. C'était resté dans mon esprit. Quelques années après, il y a un DJ que j'adore qui s'appelle Sébastien. Je sais pas si tu connais. Sébastien, non, ça me dit rien. Je croyais que tu avais parlé de Kraftwerk, tiens, mais non. Ah non, j'ai écrit un article sur Kraftwerk pour Rage qui est Ouais, excellent, je vous je me conseille rappelle, aussi. vraiment, il était vraiment bon. Ouais. Et bah, c'est un artiste, bah, si tu connais pas Sébastien, excellent, un artiste de Headbanger Records, c'est le label de justice. Ouais, oui, ah ouais, ok. Et, et il avait fait une musique à l'époque, pareil, qui m'avait énormément marqué, qui s'appelait Motors. Et c'était un bruit de moteur de bagnole, la musique. Et voilà, influence futuriste à fond, et ça m'avait marqué, j'adore Sébastien. Et ça m'avait tellement marqué que justement j'ai parlé du futurisme, un petit peu de ces musiques-là, dans, dans l'article sur Kraftwerk. Il me semble que j'en parle à un moment Ouais, aussi. Et ouais, je confirme. c'était avant que toi tu te mettes à en reparler comme ça bien lourdement avec deux lourds articles. Et je les ai lus, c'est vraiment excellent, ça m'a vraiment exalté pour lire ces bouquins. Et je suis toujours un peu dans la continuité de cette exaltation avec cette vidéo quoi. Et voilà, je t'ai très rapidement proposé d'en faire une et t'as gentiment accepté. Ça a mis un peu de temps à se faire, voilà, les calendriers c'est Ah, toujours compliqué. j'étais assez pris, hein, je t'avoue, puis toi aussi, on a du mal à Oui, se oui. pardonner. Et puis déjà, rien que trouver le livre, moi ça m'a pris 3 mois, donc Alors moi justement par rapport au livre, j'ai eu un énorme coup de bol. J'en parlais avec un ami politisé en disant que c'est un courant que je voulais approfondir. Et là,
coup de bol incroyable, il ouvre son sac et il sort le Tuons le clair de lune. Bah écoute, je viens de le finir, si tu veux, je te le prête. Et c'est après l'avoir lu chez moi, Oh, je me suis dit, je ne peux pas ne pas écrire d'article dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les rédiger. bah, c'est la synchronicité de malade mental. Ah ouais, vraiment incroyable. Il doit y avoir 20 personnes qui s'intéressent au futurisme par an, qui sont prêts à lire ce livre, et toi tu tombes sur un de ces mecs-là. C'est quand même incroyable. Ah, ou alors je m'entoure de gens particuliers, après c'est aussi une possibilité. Bah ça, ouais, peut-être, c'est pas impossible, en effet. En effet. Ok, bon, voilà, super anecdote. C'est très sympa. Donc, bon, on va tout de suite passer à une petite présentation du mouvement. J'ai noté, voilà, petite dizaine de points. Et tu peux, tu peux aussi les compléter au fur et à mesure. Sens-toi libre de le faire, ne Ça te marche, gêne pas. ça marche. Alors, le futurisme, c'est un mouvement qui est né en Italie déjà. C'est un mouvement qui est quand même, mine de rien, assez marqué par l'Italie. Il est né au début du siècle passé. Le manifeste, le premier CRI, il a été réalisé en... C'est 1911. Je crois que le premier c'est 1909, si j'ai pas de bêtises. 1909, premier manifeste, voilà, c'est ça, 1909, c'est ça. J'ouvre le bouquin. Donc voilà, c'est ça, le 20 février 1909, donc paraît le manifeste du futurisme dans les colonnes du Figaro. Parce que bah, à cette époque-là, il y avait un énorme tremblement de terre en Italie, je sais plus où exactement, et toute la presse italienne était occupée à traiter ce sujet. Et comme la France était un pays encore extrêmement influent, top 1 mondial ou top 3 en tout cas, sans aucun problème. Le français était la langue aussi la plus... la langue des intellectuels, de la diplomatie. Ils l'ont publié en français, dans un journal français, Le Figaro. Voilà. Et donc c'est, comme l'expliquait Marc, c'est un mouvement qui est quand même assez particulier, parce que c'est un mouvement artistique, mais pas que. Il y a une véritable philosophie, une véritable vision du monde, et même quasiment une morale aussi qu'on peut voir transparaître de ce Ouais, mouvement. et c'est même en un sens une politique, hein, comme on pourra le voir plus Ouais, tard. ouais, exactement. Bah, du coup, voilà. Euh, avec toutes ces bases-là, forcément, ça va donner quelque chose de politique. C'est mécanique. Pour peu que ça ait du succès, ça va forcément se décliner. Et ça s'est décliné, en tout cas au niveau artistique, ça s'est décliné dans plein de genres. C'est ce que j'expliquais. Bah, la littérature, la musique, le cinéma, l'architecture, la photographie et même la cuisine. Et ils Et aussi ont, la peinture, où je trouve qu'il y a eu des très belles innovations aussi. Je l'ai pas dit, la peinture. Ouais, la peinture, effectivement, ouais. La peinture, j'ai oublié. J'ai oublié de noter la peinture. La cuisine, ils ont inventé la Et la cuisine cuisine, moléculaire, les mecs. Hein. ouais. Et ça c'est absolument incroyable. Dans les héritages encore actuels, vivants du futurisme, il y a la cuisine moléculaire. Je trouve ça incroyable. Mm. Parce que Marinetti écrivait dans différents textes que les Italiens étaient des épiciers pitoyables avec leurs pâtes. Enfin, quelque chose d'incroyable et très acide. Ouais, il y a. Non, on va en parler plus tard, mais il y a une sorte de mépris du romantisme, du passé, du passéisme. Et donc voilà, les petits Italiens attachés à leur petite cuisine ultra locale, forcément, c'est pas forcément quelque chose qui plaisait à ces gens-là. Euh, Autre chose qui est très intéressant, c'est qu'ils étaient très innovants au niveau de la forme. C'est notamment un mouvement qui s'est étendu avec les happenings, avec des performances artistiques, bien avant les années 70 et où il y a eu une explosion de ces méthodes à nouveau. Eux, c'était vraiment des précurseurs pour le coup. C'est un mouvement qui a eu qui a influencé énormément d'autres courants à travers le monde, que ce soit le cubisme, on en parlait, le constructivisme, le surréalisme, le dadaïsme. Le dadaïsme beaucoup. Mm. Et c'est voilà, c'est des mouvements majeurs qui ont été influencés par ce mouvement qui est resté qui à l'époque était assez connu, mais qui au niveau de l'histoire est devenu confidentiel. C'est assez intéressant. Et c'était une véritable une tentative de révolution esthétique, de partir sur de nouvelles bases. Du coup, il y a cet aspect révolutionnaire, c'est aussi énormément marié avec un autre acte révolutionnaire plus politique qui était le fascisme notamment. Et c'est pour ça qu'ils ont participé beaucoup à la création du fascisme notamment. Ouais, ouais, c'est vrai que. Alors, pour préciser, hein, c'est vrai, ils ont été très très influents dans le fascisme, qui est la plus grande incarnation et débouché politique de leur idéologie. Mais il y a eu aussi une bonne Mais pas partie que. des futuristes qui sont partis plutôt vers le communisme.
Mais Ouais. dans Mhm. tous les cas, c'est une philosophie, quand on en connaît un peu les tenants et aboutissants, qui ne peuvent aboutir que dans le fait révolutionnaire. Alors de droite ou de gauche, ça a beaucoup dépendu. Par exemple, alors il y avait le peintre Delmarle, un Français, qui lui était un communiste révolutionnaire très très violent, qui voulait notamment défoncer Montmartre à coups de pioche. Ouais, c'est très futuriste, ça dit donc. Ouais, c'est bien l'ambiance. Et oui, il y avait des tentatives d'alliance avec l'extrême gauche arnaco-socialo-syndicale. Oui, oui, oui. Euh, Les Soréliens surtout, donc de Georges Sorel, donc mm, les anarcho-syndicalistes, le syndicalisme révolutionnaire, et toute la réflexion surtout autour de la violence, parce que Sorel a beaucoup écrit sur la violence et le fait qu'on puisse se créer une identité en passant par la violence, ce qui pour moi est un des points centraux d'ailleurs du futurisme. ouais. Ouais, tout à fait. Bah justement, je propose que on part dans le premier axe que nous avons décidé de faire pour cette émission. Donc il y aura deux axes. Le premier axe, c'est un mouvement iconoclaste et insolite. Alors, je te laisserai démarrer là-dessus si tu veux bien. Juste en introduction, définition d'iconoclaste, c'est qui est l'ennemi de toute tradition, qui cherche à faire disparaître tout ce qui est le passé, et insolite, qui est différent de l'habitude, qui surprend. Et ben, c'est-à-dire que littéralement iconoclaste, destructeur d'icônes, destructeur de tout ce qui rappelle justement le passé et tout symbole d'éternité Mm. qui a précédé leur existence. Alors pourquoi un mouvement iconoclaste? Je pense que, alors il y a un des passages de Tour le clair de lune qui décrit très très bien. Dans cette nouvelle, Marinetti décrit l'arrivée des troupes futuristes en Afrique, donc assoiffés de sang, les mecs vont là uniquement pour conquérir des territoires et faire preuve de violence, purement gratuitement. Et dans la manœuvre, il décide de détruire des statues de Bouddha pour en faire des avions. Je trouve que ça incarne assez bien cette logique iconoclaste. C'est-à-dire que, on va peut-être commencer à décrire le futurisme. Le futurisme est un courant donc artistique et philosophique qui consiste à penser que tout le but, tout le sens de l'existence, de l'être humain et de la civilisation doit tendre vers un futur toujours plus lointain, plus rapide, plus efficace, au service de la technique. Et que tout le passé qui a servi finalement de fondation pour l'ère techno-industrielle de l'époque, donc début du XXe siècle, doit s'effacer pour laisser place à un éternel renouvellement par la science et un perpétuel Ouais. effacement de son propre passé. L'autodépassement en permanence. Et il y a un idéal guerrier aussi dans le futurisme, extrêmement présent. Il y a ouais, une sorte d'éloge de la destruction sous toutes ses formes et de manière très très radicale. Ah bah, c'est-à-dire que la guerre pour Marinetti était, alors je crois qu'il explique que c'est pour lui la seule hygiène du monde, la seule véritable hygiène de l'homme. Pour lui, c'est ce qui donne à l'homme son but. C'est-à-dire que l'homme est absolument volonté de puissance, d'où le fait qu'il y aura beaucoup de rapprochements pendant un premier temps entre futuristes et nietzschéens, qu'ils vont Ouais. avoir eux-mêmes à contredire, hein, on pourra en parler après. Mais Il y a un l'idée, texte c'est entier que, dans le livre qui parle ouais, de ça. qui en plus est plutôt bien conçu, je trouve. J'ai trouvé que les remarques de Marinetti étaient très très pertinentes pour montrer son opposition avec Nietzsche. C'est ça, Ouais, le fait mais tu sens quand même qu'il y a quand même quelque chose de... Il y a des oppositions, mais il y a quand même un socle quelque part qui... En gros, il reproche à Nietzsche de ne pas être un chêne nietzschéen quasiment. Je sais pas si tu l'as ressenti Oui, comme ça. c'est-à-dire que Nietzsche, le fameux iconoclaste qui philosophe avec un marteau, finalement, il reste quand même partisan des Grecs et des Romains malgré Ouais, lui. il est trop attaché au présocratique. Oui, oui, non, mais et vraiment, c'est-à-dire que pour Marinetti, il faut vraiment se débarrasser de toutes les icônes du passé. Le but de l'être humain, c'est de se créer des nouvelles icônes en passant par l'industrie. Et son fantasme, en fait, ce serait un nouveau Prométhée, mais qui nous vienne de l'ère moderne. Mm, c'est ça, Et exactement. c'est un texte qui par moment est quasiment, enfin c'est un auteur qui par moment est quasiment humaniste. C'est-à-dire que pour lui, il faut que prévale l'humanité, c'est l'homme total, c'est-à-dire l'homme libéré de ses entraves physiques, intellectuelles, en passant par le transhumanisme. Il prédit déjà l'arrivée du transhumanisme, il prédit déjà Ouais, ce passage l'arrivée est incroyable. des robots. D'ailleurs, chose incroyable, mais c'est dans son livre les poupées électriques, je crois. Enfin, je n'ai plus le nom de son livre exact, mais c'est Marinetti le premier à se servir du terme robot et à le concevoir comme un automate doué de conscience, géré par la mécanique. Donc c'est le futurisme qui a inventé le terme de robot qui aujourd'hui est absolument omniprésent dans la science-fiction. Je trouve ça assez incroyable. Tout à fait. Qu'est-ce que J'ai retrouvé l'extrait. Nous voulons neuvième point.
Ça, Oui. c'est dans le premier manifeste. Nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. Oui, Non, c'est assez clair. c'est ouais, c'est très 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 puissant. Dans le voilà, on peut en parler aussi. Ce qui est vachement insolite, je trouve, c'est que la manière dont il écrit ses textes, c'est des textes qui sont ultra exaltés. Vous lisez ça, vous avez envie de sortir avec un marteau, tout fracasser, rouler avec votre bagnole à 200 sur l'autoroute, sortir votre fusée, votre fusil, tirer sur tout et n'importe quoi, tout détruire quoi. Et c'est assez marrant parce que ça fait C'est vraiment cet effet absolument tout le monde, hein, c'est universel. Tous ceux qui sortent d'une lecture de Marinetti ont envie de faire un rallye, puis de prendre un jet privé. ouais, ouais, c'est très puissant. Il écrit vraiment bien, moi je trouve. Marinetti, il a vraiment un beau style. Même si, comment dire, parfois, je trouve que dans le clair de lune, c'est c'est un peu lourd quand même. C'est Oui. vraiment, c'est des punchlines sur punchlines sur punchlines sur punchlines sur punchlines. C'est faut le digérer quoi. Après, je trouve quand même que c'est un texte qui, sur le fond, est absolument incroyable. C'est-à-dire que Tuons le clair de lune, c'est l'histoire de Marinetti et de ses compagnons, donc dans une Afrique fantasmée, qui partent à la conquête du monde et qui décident que la lune, qui est le corps céleste qui a inspiré l'idée de beauté, de passivité, l'amour courtois, le romantisme, tous les poètes du passé, en fait, cette lune, elle nous emmerde, donc on va faire un gigantesque canon pour la faire péter et détruire toute l'inspiration du romantisme. Juste l'idée du synopsis est absolument fabuleuse. Enfin, je trouve ça incroyable. Mais moi, ah, comment dire, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait tu vois, avec ce speech là, tout ça, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un film qui fasse un film, tu vois, un film avec Jim Carrey, tu vois, je sais pas, une sorte de comédie incroyable, ça pourrait être fantastique. Ouais, Fantastique. il y aurait du potentiel, ouais. Et Il y vas-y, vas-y. il y aurait, non, oui, il y aura un très grand potentiel, mais texte fabuleux, hein, vraiment, qu'il faut lire pour bien saisir l'esprit du futurisme. Sinon, pour essayer de recentrer un petit peu sur ce qu'est le futurisme, puisque là, on s'éparpille en détails, parce que c'est un mouvement qui est tellement vaste et éparpillé qu'il est un peu difficile à centrer. Globalement, on peut dire que c'est un mouvement qui est totalement technophile, qui déteste toute notion de passé et de réaction, qui est Ouais. profondément patriote, mais pour une patrie utilitaire et industrielle, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent la patrie que par le sens de la technique, c'est-à-dire les évolutions scientifiques, ouvertement autoritaire, antidémocratique, anti-écologiste, bon ça paraît assez évident, et Hmm. anti-féministe. Alors, non, paradoxalement, misogyne mais féministe, par accélérationnisme. Ouais, faut qu'on en parle, mais euh, tu dis antipasséiste, c'est même encore plus que ça. C'est antipasséiste et anti-passivité en fait. Ils sont contre le romantisme, le symbolisme, toutes les choses qui vont, voilà, ça, vous tournez vers l'arrière, vers l'inaction. euh, et c'est notamment aussi pour ça qu'ils aiment pas les femmes, qu'ils ont un mépris incroyable pour les femmes, parce que ils estiment que les femmes c'est la tyrannie de l'amour et que c'est une niaiserie romantique tire l'homme et la femme vers le bas. Et c'est pour ça qu'il veut, qu'il méprise la femme. C'est à cause de cette fonction-là uniquement parce que, au final, quand tu lis le texte, tu te rends compte qu'il ne déteste pas ontologiquement la femme, c'est juste qu'il déteste le rôle qui a été donné à la femme parce qu'il est même environnementaliste à un moment donné. Il Ah dit oui, 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 si oui. la femme, on l'avait pas éduquée ça, au bout de je sais pas combien de générations, ça deviendrait un homme comme un autre. Ah oui, C'est complètement ah fou. oui, et en fait, Marinetti, mais ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes les grandes influences des autoritarismes de droite, fascisme et nazisme de l'époque, donc pour les Allemands, Otto Wieninger et ici Marinetti, les deux étaient ultra misogynes, mais les deux étaient constructivistes. C'est-à-dire que pour les deux, la femme était une Ouais, construction sociale, et avec une ouais. éducation masculine, elle redeviendrait un être sain. Ce qui est quand même, Et ouais, c'est quand même assez drôle, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt les essentialistes qu'on va attribuer aux gémonies et aux extrêmes. exactement. Et ce qui est très marrant aussi, c'est que quand ça rejoint leur anti-parlementarisme, ça fait qu'ils sont pour le suffrage des femmes. Oui. Donc c'est des mecs qui méprisent les femmes, ils sont pour le suffrage universel des femmes. Euh, En 1909, hein.
En 1909, ça Oui, voulait oui. vraiment dire quelque chose, hein. C'est pas un truc abstrait comme nous maintenant, tu vois. Et donc, ils étaient vraiment pour le suffrage des femmes parce qu'ils estimaient qu'en gros, la femme, de par sa, comment dire, de par sa niaiserie, allait, allait saborder la démocratie, en Ah oui, fait. c'est que vraiment pour Marinetti, offrir le suffrage universel aux femmes, c'était le meilleur moyen de condamner la démocratie, donc il fallait le faire. Là-dessus, il y a un côté très, très, pré-accélérationniste qui est vraiment, fabuleux. Où Mm. il explique que finalement, le jour où il y aura autant de députés femmes que d'hommes, globalement, la République s'écroulera d'elle-même et on pourra enfin, retourner à l'autoritarisme le plus violent et le plus sanguinaire. Non mais et c'est ça qui est fou en fait avec le futurisme, c'est que comment dire? C'est quoi? Je vous ai dit, il y a plein de trucs. Par exemple, il a totalement tort sur l'environnementalisme. C'est idiot en fait. Bon, alors avec les connaissances actuelles, hein, pour son époque, pourquoi pas. Euh, il se et son combat contre le comment dire la niaiserie féminine, la tyrannie de l'amour, il y a un côté un peu halluciné quand même, enfin extrêmement exagéré, je trouve. Et à la Mais mais c'est mais tout c'est ça à c'est la pas c'est fin, pas c'est pas incohérent quand tu comprends son cheminement de pensée. oui, c'est pas incohérent, mais au final, ce que je veux dire, c'est que l'histoire lui a un peu donné tort là-dessus, en fait. C'est Ah ça oui, qui. oui, oui. Et malgré des qui sont fausses, à la fin de ce texte, il arrive à cette phrase qui est incroyable. Nous avons même rêvé de créer un jour notre fils mécanique, fruit de pure volonté, synthèse de toutes les lois dont la science va précipiter la découverte. Donc le texte, je vous redis la date, 1911. En 1911, en partant sur des bases bancales, il prédit le transhumanisme le plus total, quoi. C'est complètement fou, en fait, quand tu y réfléchis. Et heu et je trouve de mon point de vue que ça légitime justement son aspect anti-écologique, c'est-à-dire que, faut bien comprendre que dans la logique de vouloir se débarrasser de tout le passé des nations, donc toutes les histoires, il explique, qu'il faut détruire tous les musées, parce que finalement le musée est une force passive qui t'oblige à être dans une forme d'immobilisme, alors que lui, il a envie de voir une jeunesse en permanence en action. Pour lui même, le geste artistique doit être un geste en mouvement, un geste fort, un geste brutal, un geste, guerrier, presque sanguinaire, donc il faut toujours en permanence du mouvement, ce qui est son objectif, donc toujours que le contrôle de la vitesse par, l'énergie, l'industrie et cetera. Dans cette logique, on comprend qu'il veut que les hommes ne soient plus soumis non à l'émotion, mais au vecteur de puissance plus absolue. Et quel est le plus grand vecteur de puissance pour lui? Le matérialisme, donc comment dire? La maîtrise de la matière. Dans cette logique de maîtrise de la matière, effectivement, le jour où on pourra réussir à créer des robots qui seront capables de se réparer eux-mêmes, ce qu'il explique bien, créer des êtres, aux pièces interchangeables, on aura le contrôle absolu de notre existence. Voilà. Et il aura ce fameux homme démultiplié. Non, multiplié, Ouais, pardon. l'homme multiplié, oui, c'est-à-dire l'homme qui est capable de Voilà. se déplacer dans toutes les dimensions, qui Ouais. a à la fois une existence physique, une existence temporelle et une existence, dans le mouvement. C'est-à-dire l'être qui peut aller Et, toujours plus rapide, toujours plus loin, toujours plus fort. et qui a maîtrisé son environnement aussi à un niveau où il a une telle force sur son environnement que c'est comme s'il était démultiplié en fait. Au lieu Ouais. d'être un, c'est comme s'il était 5 hommes, ou 5 hommes, 10, 20, 1000, 1 milliard, autant qu'il veut quoi. Et justement, c'est pour ça que le côté anti-écologiste, pour moi, se comprend, parce que quand il explique que son fantasme, c'est, des usines, c'est assez joliment dit d'ailleurs, des usines avec des cheminées qui serpentent jusqu'à la cime des cieux. Ouais. Enfin, là, on imagine vraiment Mm. des cités-usines vraiment qui couvrent le monde d'une épaisse couche de brouillard. C'est parce que le type, en fait, il s'en fout des arbres, il s'en fout de la nature, il s'en fout des buissons et des petits cerfs qui sautillent. Tout ça, c'est des êtres vivants, donc déjà des représentants du passé par rapport aux créatures mécaniques qui doivent arriver, prendre la suite, prendre le devant de la scène. C'est un espèce de supra-Prométhée, en fait, le type. Ah ouais, c'est Prométhée au carré, quoi. On peut dire aussi, Nietzsche, c'est le philosophe au marteau. Lui, c'est le philosophe à la bombe nucléaire, quoi. Au marteau-piqueur. Ouais, au marteau-piqueur, ouais. C'est encore mieux, t'as raison. Et aussi, ce côté homme nouveau, enfin voilà, ce côté homme multiplié, c'est là où on voit que c'est un pont intéressant entre plein de choses qui sont en train d'apparaître à ce siècle, au début de ce siècle, et qui vont être très divergents plus tard. C'est à la fois l'homme, le surhomme nietzschéen, mais c'est à la fois l'aboutissement de l'homme nouveau, de la Révolution française et de tout le communisme qui va venir ensuite. C'est, il fait le lien entre tout ça, entre des choses qui sont quand même assez, qui sont devenues assez éloignées en fait, qui se sont vachement séparées, pardon. Et sur pas mal de points, il se fait vraiment prophète, je trouve, de l'ère moderne, mais c'en est presque perturbant. C'est-à-dire que, alors, on parle d'un texte qu'il a écrit en 1909, pour rappel.
il explique que la philosophie de Rousseau qui amène à la démocratie et à la République finira forcément par donner le suffrage Ouais. universel, le suffrage aux femmes, et que forcément la démocratie étant remplie et vivant avec ses propres contradictions, et notamment avec le jeu des puissances financières qui ont forcément un rôle à jouer, finira par s'écrouler sur elle-même, par tourner dans une forme d'autoritarisme mou. On rappelle que le mec, il le prédit en 1909. Je trouve ça absolument incroyable. Ouais, sa critique de l'antiparlementarisme, elle est vraiment très bonne pour le coup. Là, elle est beaucoup plus, elle a beaucoup plus tenu le temps que sa critique des femmes. Il y a quasiment rien à changer, moi je trouve là-dedans. Pour le coup. C'est que quand il analyse à l'époque où le parlementarisme n'est pas encore forcément très antipopulaire, hein, parce que les grandes émeutes antiparlementaires, c'est plutôt c'est en 34 en France, donc on voit qu'il y Ouais, a, ouais. il y a quelques décennies encore de retard. Et lui, il réussit déjà à en comprendre et en cerner les défauts. On reprend d'ailleurs des éléments qui seront repris involontairement par la suite par Maurras, pour ceux qui l'ont lu. Alors après, tu vois justement, j'ai pensé à Maurras aussi, et c'est un peu, ça se chevauche un peu, hein, donc Bah oui, oui. je sais pas qui a pompé qui en fait, mais si tu le Alors, sais, je pense que c'est du pur hasard. Je pense vraiment que Maurras n'était pas du tout dans cet intérêt de cercle parisien, un petit peu artistique. Regardez ce qui passait à l'extérieur. Tu sais, Maurras, il parlait du romantisme, et il en exerçait d'ailleurs aussi une critique, donc un point commun avec Marinetti. Mais je ne pense pas qu'il était très partisan du futurisme. Je suis même pas sûr qu'il ait pu le lire. non, non, mais je dis pas que forcément il était partisan du futurisme, mais qu'il aurait pu piocher des arguments anti-parlementaristes dans le futurisme, ou peut-être que le futurisme, on a pioché chez putain, j'ai un trou de mémoire, excuse-moi. Maurras. Maurras, voilà. Alors, à vérifier, mais il me semble bien que Marinetti est bien antérieur à Maurras, hein, par rapport aux premiers écrits. Parce que je sais que Maurras, il a commencé à écrire très très tôt dans une petite revue locale, mais je crois que Marinetti a quand même écrit plus avant. Mais ils ont été contemporains, ça c'est sûr. Eux, ils ont été contemporains, mais... Parce que Maurras, il est né, il me semble qu'il est né pendant la Commune ou juste avant la Commune de Paris, donc c'était... Bref, il devait avoir à peu près le même âge, hein. Bon, ouais, alors tu vois, Maurras... Ouais, c'est ça, ils ont le même âge quasiment. Ok. 9 ans près. Bon, voilà. C'est ça. Bon, ça serait intéressant de creuser pour ceux qui... Les anti-parlementaires acharnés, ouais, vous avez peut-être un truc à regarder, ça peut être sympa. D'ailleurs, si ça t'intéresse de résumer les futuristes par la négative, il explique à un moment les 4 éléments contre lesquels il s'oppose, pour se caractériser. Mmh. Nous leur rendons à tous cette haine et ce dédain, car nous méprisons en eux les représentants indignes de ces idées pures et non pas terrestres comme elles devraient l'être, la justice, la divinité, l'égalité et la liberté. Voilà. Donc ça, Et c'est c'est les là... 4 grands ennemis du futurisme. Et cette haine de l'égalité, c'est ce qui pour moi le place à droite, hein, le futurisme, très clairement. Oui, je suis d'accord. C'est l'élément principal. Alors que c'est bizarre parce que il y a plein d'autres aspects qui vont le rapprocher énormément de la gauche, mais là il y a ce point fondamental qui fait totalement diverger. Parce que il fait l'éloge aussi des anarchistes, du mouvement destructeur des anarchistes, comme on a dit, il a essayé de s'allier avec les anarcho-syndicalistes. Voilà. Vous voyez ce mouvement à quel point il est difficile à caractériser. C'est vraiment incroyable. En fait, c'est un mouvement qui est avant tout révolutionnaire, autoritaire et technophile. Et à partir de là, la couleur politique, c'est quand même assez varié. D'où le fait que lui-même, d'ailleurs, est tourné autant avec des gens de droite qu'avec des gens de gauche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très particulier, parce que moi je trouve que la droite révolutionnaire, il y a un truc qui est profondément bizarre, qui est profondément contradictoire en soi. Je te parle la droite révolutionnaire d'aujourd'hui, tu vois. Ça sent vraiment le socialisme à plein nez, tu vois, ce truc. Et le seul qui a réussi, à ma connaissance, à avoir fait un mouvement révolutionnaire de droite cohérent, bah c'est ça, c'est le futurisme en fait. Révolutionnaire de droite, authentiquement. Après, on pourrait parler du fascisme qui a quand même fini par englober le futurisme, qui a peut-être été plus efficace dans sa construction de doctrine pure, mais... Est-ce que le fascisme est de droite ou il est de gauche?
vaste débat, Ah, mais et justement, là, c'est un peu tangent aussi. et le problème, c'est que là, le futurisme crée encore un problème, c'est que pour moi, un des vecteurs qui fait que j'ai plutôt tendance à catégoriser le fascisme, par exemple, à droite, c'est qu'il y a quand même une volonté réactionnaire de retourner à l'époque des grands empires, à renouer avec la notion de sacré. Il y a Mussolini qui dit dans son manifeste que tout fascisme est une religion, donc vraiment une notion de sacré qui rentre en compte, sauf qu'il se mêle avec le futurisme, qui a comme ligne principale la divinité et l'idée de Dieu. Donc là, on Oui, voit qu'il vit avec des antagonismes, ce qui a dû rendre, à mon avis, des alliances pas évidentes. mais c'est parce qu'en fait, le futurisme est un mouvement qui est beaucoup trop, je sais pas comment dire, en dehors du monde, du coup, il est tellement éloigné, enfin, c'est tellement un truc pas possible qu'il est obligé de faire des compromis avec le monde pour exister. C'est trop radical, en fait. Ah oui, je pense que tout ça, en réalité, l'utopie futuriste en place, ça donne juste une guerre totale sur 40 ans qui anéantit l'humanité. Mec, c'est ça. À la fin, ouais, vas-y, on en a marre et on fait tout péter à coups de bombe nucléaire. On n'en parle Mais, plus. ce que j'ai adoré, par contre, c'est le côté jusqu'au boutiste de Marinetti qui explique que, Ouais, comme il déteste vraiment tout critère de passé, il explique que les penseurs et les politiques eux-mêmes, une fois qu'ils ont atteint la trentaine ou la quarantaine et qu'ils ont accompli leur mission, ils doivent eux-mêmes se faire dépioter par les générations suivantes qui vont les remplacer. Et il se ouais. décrit comme ça à lui-même, autour de 40-50 ans, autour d'un vieux feu de bois avec ses camarades, se faire massacrer avec un grand sourire aux lèvres par les jeunes générations futuristes qui prendront la Ouais. place. Et en expliquant que pour les futurs futuristes, eux-mêmes, la première génération sera obsolète et donc à détruire. C'est exactement. Ouais, j'étais sûr que t'avais perdu cet extrait. Moi aussi, il m'avait énormément marqué. Les mecs, il appelle à son auto-assassinat, quoi. Pour des raisons artistiques, esthétiques et politiques. C'est quand même. Après, là, C'est tellement radical, quoi. après, là, c'est le moment de rappeler quand même que Marinetti est mort tranquillement dans son lit, par contre, curieusement, et qu'il n'est pas mort au combat, ni, Ouais. ni massacré par des jeunes. Mais tout de même, il y a beaucoup de futuristes qui du coup se sont engagés de manière très intense dans la Première Guerre mondiale et il y en a pas mal qui sont morts hein, quand même. Oui, oui, c'est le cas de Russolo, par exemple, qui est un des peintres les plus connus. Je crois que c'est lui qui a peint La Révolte, qui est en fait vraiment le mec annonce les utilisations de peinture du fauvisme dans un style un peu cubique et dada, mais en 1900, enfin avant la Première Guerre mondiale. Et ouais, Russolo, lui, qui est mort sur le front. Et d'ailleurs, une des premières ruptures du futurisme, c'est justement entre ceux qui voulaient rentrer en guerre et ceux qui ne voulaient pas rentrer en guerre. Et parmi ceux qui ne voulaient pas rentrer en guerre, on trouve un certain Julius Evola. C'est vrai que lui, il avait commencé. Alors, ok, Ouais, 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 ouais. j'avais entendu parler qu'il avait commencé futuriste, mais j'avais oublié. Et il a fait, J'ai oublié ce détail. il a fait un volte-face total, c'est-à-dire qu'il rejoint le futurisme par soif et exaltation du combat. Parce que savoir que Julius Evola, pendant la Première Guerre mondiale, était dans les artilleries. Et donc, il décrit dans ses carnets voilà, le fracas des canons qui déchiraient le ciel et qui s'explosaient sur le sol avec des obus absolument titanesques. Et mec, vraiment, tu sens qu'il a eu une bonne expérience pendant son conflit. Ah, lui, Il il a a raconté kiffé. Lui, il était ah, pas dans les tranchées à avoir le score but et à. non, non, t'as un côté très très Junger, tu vois, dans l'exaltation et le côté un peu olympien du conflit. Sauf que pour lui, la gloire du conflit ne pouvait valoir que s'il y avait une civilisation derrière à défendre. Et qui dit civilisation dit forcément prendre en compte le passé. Donc, quand il a pris en compte ces contradictions, il a d'abord rejoint le dadaïsme pour avoir la liberté de penser comme il veut, parce que le dadaïsme c'est le rejet de toute convention. Et il a comme ça commencé à tourner vers la réaction, jusqu'à devenir le réactionnaire qu'on connaît aujourd'hui. Moi, alors, Evola, je connais très très mal. J'ai pour projet de lire Chevaucher le tigre, un de ces jours. Mais voilà, faudrait que je me. Ouais, ça C'est a l'air costaud. d'être un des penseurs réactionnaires intéressant. Alors, c'est très intéressant, mais c'est costaud pour le coup, et pour être beaucoup moins agréable à lire que Marinetti, hein. Il y a quelques longueurs dans les voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. Ouais, paraît-il, ouais, Chevaucher le tigre est pas simple à lire. Ce que j'ai entendu dire. Après, Révolte contre le monde moderne, c'est sûrement la meilleure synthèse de sa pensée, mais faut s'accrocher, franchement, faut s'accrocher. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre J'ai perdu mon plan, excuse-moi. Ouais, le côté anti-romantisme, ça c'est aussi quelque chose qui le rapproche de Nietzsche. Alors, on en parlait, il a répudié Nietzsche, mais bon, c'est quand même. Enfin voilà, comme je le disais, pour moi, il répudie Nietzsche de ne être pas assez nietzschéen. Donc, quelque part, est-ce que c'est vraiment une répudiation du fond? Je suis pas certain. J'ai l'impression qu'il répudie plus l'homme On pourrait que presque se l'idée. dire,
Ouais, ouais, comme tu dis, on pourrait presque, se dire qu'en fait, c'est un vrai Nietzschéen qui, du coup, comme Nietzsche Mm. appelle à la destruction des idoles, pour être vraiment Nietzschéen, il faut finir par détruire Nietzsche lui-même. J'ai un peu l'impression que c'est le but de ce texte. Ouais, c'est ça. Et, euh, et un point commun, du coup, avec Nietzsche, c'est la haine du roman, enfin, la détestation du romantisme. Encore une fois, et pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons que c'est une sorte de manière de brider la volonté de puissance ou un détournement de la volonté de puissance vers quelque chose de Moi, inutile. j'aurais dit que le plus gros point commun entre eux, c'était surtout le dépassement de la morale. C'est clairement, tu lis Magnetti, tu comprends que le bien, le mal, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'efficace et l'inefficace. Et qu'est-ce que c'est l'efficace? C'est ce qui peut détruire la Mm. matière et la contrôler. Donc là-dessus, il y avait un côté très très Nietzschéen dans son rapport, je trouve, à la morale. Clairement, quand il explique qu'il ne faut pas aimer la femme, voilà, toutes les émotions positives, on s'en fout. Ce qui compte, c'est être fort ou être faible. Là-dessus, il y avait un côté vraiment très très Nietzschéen. Pour le romantisme avec Nietzsche, je suis peut-être un peu plus. Je doute un peu plus, je te dirais. Comment ça? J'ai tendance à penser que Nietzsche est plutôt, en fait, malgré lui, alors je sais que je vais pas me faire que des copains en disant ça, hein, mais j'ai tendance à penser que Nietzsche a un côté très romantique, en fait. Bah, alors, Nietzsche, il l'était au début. Après, il a un peu rejeté ses instincts Oui, alors, romantiques, alors justement. il le rejette sur la forme, mais sur le fond, j'ai toujours l'impression qu'il est mobilisé par ce romantisme, qu'il est toujours mobilisé par l'espèce d'image d'Épinal du passé, l'éternel retour, qui est en fait la volonté de te construire dans ton imaginaire une vie exaltante que tu apprécies pour elle-même, si bien que tu peux l'imaginer se recycler en boucle. Il y a un côté presque mythologique dans sa construction de l'être, qui fait que pour moi, je le rapproche quand même des romantiques malgré lui, presque inconsciemment. Après, Après aussi. je me trompe peut-être, hein, mais Après, tu peux dire aussi que, encore une fois, c'est toujours ce qu'on disait. Nietzsche, lui, il aime l'Europe parce qu'il y a les plus belles bibliothèques. Marinetti, il veut cramer les bibliothèques. oui, et il aime l'Europe parce qu'elle a des grosses usines, globalement. Mais cependant, il y a je trouve que Marinetti lui-même tombe dans un piège sans s'en rendre compte. C'est qu'il se prétend totalement hostile au passé, mais malgré lui, il s'en sert quand même comme de fondement. Je vais prendre un exemple. Il écrit un certain texte, donc c'est contre la Venise passéiste. L'idée, c'est il explique aux Vénitiens qu'ils doivent arrêter d'être des brocanteurs, des commerçants, des Ah non, marchands. attends, attends, Euh, attends, attends. Comment dire, ah, tu veux en parler après? c'est un peu mon extrait. Donc, Ok, ok, donc ben, justement, justement, j'en profite pour enchaîner du coup. oui, bah vas-y. C'est quoi ton extrait préféré? Alors, c'est le point numéro 5 du premier manifeste, parce que je trouve que c'est le point numéro 4, pardon, parce que je trouve que c'est le plus gros condensé de la philosophie futuriste. C'est-à-dire que c'est le paragraphe qui résume toute la philosophie. Et c'est un des plus connus Et c'est un des plus aussi, connus. passage. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à la laine explosive. Une automobile rugissante qui a l'air de courir sur la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace. Alors, je trouve Ouais. que ça résume absolument toute la pensée futuriste. Pour ceux qui ne le savent pas, la victoire de Samothrace, c'est une très vieille statue, donc apogée vraiment de l'art hellénistique, qu'on date, je crois, du 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ, qui était retrouvée près de Samothrace, justement, et qui, à l'époque, donc début 20e ou fin 19, fait un bruit monstrueux. C'est-à-dire que vraiment, on ressuscite la beauté antique, la beauté grecque de l'époque. Bref, la civilisation, les fondements Et de la c'est en même civilisation temps que européenne. la redécouverte du groupe du Laocoon. De Du lac. Laocoon. Ah oui, euh, possible, j'avoue que là je suis pas sûr. C'est pareil, le groupe du Laocoon, c'était considéré comme une des plus belles œuvres qui soit. Et c'était une œuvre antique qui a été redécouverte. Je sais plus exactement à quelle époque, mais le contexte, il ressemble beaucoup, en fait. D'accord, parce que je vois la statue, mais j'avoue que je n'ai pas la date de la découverte pour celle-là. Alors, je la sais plus non plus. Enfin bon, après Oui, c'est un. on peut pas connaître toute l'histoire de l'art par cœur, Non, excusez-nous. non, c'est certain, ça demandait quand même pas mal d'efforts. Mais je trouve ça assez incroyable parce qu'à l'époque où tout le monde est exalté vraiment et où l'Europe quand même se rappelle de ses racines hellénistiques et romaines, Marinetti il arrive en expliquant non, en fait je m'en fous, maintenant l'esprit européen qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit de l'industrie, c'est les énormes machines capables d'aller à plus de 130 km/h, c'est les cheveux dans le vent, le moteur qui gronde, avec une femme sur tes genoux à côté, la décapotable. Voilà, l'Occident, à partir de maintenant, c'est ça. Et il y a un côté, je m'avance peut-être un peu trop quand je le dis, mais il annonce presque l'esprit un peu libertaire
de l'Amérique des années 50, en un Ouais, sens. j'allais dire, ce que tu me disais, ça faisait penser à Outrun. Je sais pas si tu connais le jeu vidéo. Le mec est en Ferrari, dans sa Ferrari rouge avec sa blonde à côté, tu sais. Oui, 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 tout à fait. Oui. Il y a un côté un peu comme ça. Oui, oui, il y a ouais, il y a des espèces, ça fait surgir tout un tas de fantasmes. Mais c'est ça aussi les grands textes. C'est que ils ont un côté universel où tu peux toujours plaquer des choses dessus assez facilement, quoi, en fait. Euh, Et aussi, un truc qui est bien avec ton extrait, c'est qu'on voit le style de Marinetti. Le style qu'on évoquait plus tôt, un peu flamboyant, avec de belles allégories, là, les serpents à la laine des gros tuyaux, tels des serpents à la laine explosive. Ouais, Euh, et l'automobile qui court sur la mitraille, tu sais, donc tu l'imagines. Bizarrement, c'est une image, genre t'imagines vraiment bien la voiture à toute allure. Et il faut se rappeler de l'époque, c'est 1909. Nous, les voitures qui roulent vite, qui font du gros bruit, les Hummers, c'est notre quotidien depuis toujours, depuis qu'on est tout petit de notre imaginaire. Mais en 1909, les bagnoles, ça devait pas être ça, hein, ça devait pas aller extrêmement vite non plus, ça devait pas être quelque chose qui était extrêmement répandu, surtout en Italie à cette époque-là. Mais, Et oui, excuse-moi, non, pardon. mais voilà, mais il arrivait quand même à jouer avec cette représentation d'une manière extrêmement habile, extrêmement spectaculaire, forte et profonde. Euh, alors que même aujourd'hui, dans notre époque moderne, on a beau être habitué à cette esthétique-là, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui seraient capables de la manier avec autant de brio, quoi. Nous, on fait Fast and Furious maintenant. En 1909, ils avaient Marinetti qui parlait des bagnoles, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est sûr, et en même temps, j'ai envie de te dire qu'à l'époque, ils avaient pas d'airbag, ils avaient pas de ceinture de sécurité, et le mec, c'est très bien. Il y a un moment, je sais pas si tu te rappelles, mais tout au début du manifeste, où il explique qu'il roulait tellement rapidement sans sécurité qu'à tout moment, il risquait de se râper le visage et de crever, en fait. Et, Il part et dans le fossé c'est comme un connu. gros débile Et, aussi à un moment donné. et après, il part dans le fossé et il voit les grues qui arrivent, là, les éperviers de fer qui tirent sa bagnole, et il est mort de rire. Le requin menaçant, je caresse vite ses écailles, et il est reparti courir. Ouais, c'est. Quelque chose vraiment de. Et il y a vraiment un problème avec les animaux, par contre. C'est que toutes ces créatures mécaniques et toutes les inventions d'ingénierie, en fait, ils les associent à des animaux pour les illustrer, leur donner un côté menaçant ou grandiloquent. Enfin, Moi, ouais, on te dit qu'ils vont de fer, tu visualises bien les grues. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il fait ça pour effacer la nature aussi, tu vois, justement. Ah oui, c'est une volonté totalement de se substituer à la nature, Mm. d'où le côté très prométhéen. Mm. Après, c'est dans justement ce rapport au danger, à la vitesse, au sport finalement, et au fait de mettre volontairement sa vie en péril, il y a un autre élément qui est très important dans la philosophie futuriste, c'est le fait que l'homme, pour vivre, doit vivre dangereusement. Et pour être heureux, doit être exalté et héroïque. Comment être héroïque dans une vie banale? En te mettant en danger, en permanence, tout le temps. On en parle souvent beaucoup moins, mais c'est quand même un des éléments centraux. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, et c'est bien, comment dire, voilà, c'est tellement en contradiction avec l'époque qu'on vit, surtout il y a 2 ans environ, l'époque Covid, où les mecs ils avaient perdu tout, fallait surtout pas sortir de chez soi, tu vois. Il y avait un petit virus un virus qui circulait, voilà, voilà, on pouvait risquer de perdre sa vie, on pouvait risquer de plus pouvoir regarder Netflix en commandant Uber Eats, mon dieu, quoi. Et là-dessus, je peux te rejoindre sur le fait d'associer Marinetti à Nietzsche. C'est que on dirait que Marinetti a appliqué la devise de Nietzsche, c'est le. Alors, je sais pas si tu connais cet extrait, je crois que ça vient de la généalogie de la morale. Vivre longtemps, pourquoi faire? Non, la vie longue, pourquoi faire? Non, Alors je me souviens pas de cet extrait, mais je me souviens d'avoir noté une note en lisant Généalogie de la morale, c'était le bonheur est dans l'action. Alors je sais pas si c'est moi qui ai sorti ça comme synthèse des lectures de Nietzsche ou si c'est un extrait de Nietzsche, mais c'est ça aussi quoi en non, non, fait. non, c'est aussi. Non, je suis d'accord. Alors, ça, c'est aussi de Nietzsche, oui, c'est un extrait assez connu. Et ça s'illustre aussi parfaitement dans Ouais, Futurisme. ouais, ouais, ouais. Et ouais, D'ailleurs, le fameux vivre dangereusement de Marinetti sera repris directement dans le manifeste fasciste de Mussolini, pour montrer quand même qu'il y a eu une application directe de sa philosophie. C'est pas juste resté une pure théorie. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors moi j'enchaîne avec mon extrait. Il est un petit peu plus long. Mhm. Alors, laisse-moi le retrouver. Alors, c'est en Italie que nous lançons ce manifeste
de violence, culbutante et incendiaire, par laquelle nous fondons aujourd'hui le futurisme parce que nous voulons délivrer l'Italie de sa gangrène de professeurs, d'archéologues, de Cicérone et d'antiquaires. L'Italie a été trop longtemps le grand marché des brocanteurs. Nous voulons la débarrasser des musées innombrables qui la couvrent d'innombrables cimetières. Musées, cimetières, identiques vraiment dans leur sinistre coudoiement du corps, qui ne connaissent pas identiques vraiment dans leur sinistre coudoiement de corps, qui ne se connaissent pas, dortoir public où l'on dort à jamais côte à côte avec des êtres haïs ou inconnus, férocité réciproque des peintres et des sculpteurs s'entretuant à coups de lignes et de couleurs dans le même musée. Qu'on y fasse une visite chaque année, comme on va voir ces morts une fois par an, nous pouvons bien l'admettre. Qu'on dépose même des fleurs une fois par an au pied de la Joconde, nous le concevons. Mais que l'on aille promener quotidiennement dans les musées nos tristesses, nos courages fragiles et notre inquiétude, nous ne l'admettons pas. Voulez-vous donc vous empoisonner? Voulez-vous donc pourrir? Que peut-on bien trouver dans un vieux tableau, si ce n'est la contorsion pénible de l'artiste s'efforçant de briser les barrières infranchissables à son désir d'exprimer entièrement son rêve? Admirer un vieux tableau, c'est verser notre sensibilité dans une urne funéraire, au lieu de la lancer en avant par jets violents de création et d'action. Vous voulez donc gâcher ainsi vos meilleures forces dans une admiration inutile du passé, dont vous sortez forcément épuisé, amoindri, piétiné. En vérité, la fréquentation quotidienne des musées, des bibliothèques et des académies est pour les artistes ce que la tutelle prolongée des parents pour des jeunes gens intelligents, ivres de leur talent et de leur volonté ambitieuse. Pour des moribonds, des invalides et des prisonniers passe encore. C'est peut-être un baume à leurs blessures que l'admirable passé, du moment que l'avenir l'aurait interdit. Mais nous n'en voulons pas, nous, les jeunes, les forts et les vivants futuristes. Voilà. Et donc dans cet extrait, moi j'adore cet extrait parce que, voilà, encore une fois, il résume bien une partie très intéressante du futurisme qui est ce rejet, voilà, viscéral du passé, de cette pesanteur, du romantisme. Et moi, dans cette description de l'Italie, comment ne pas y voir la France d'aujourd'hui, où on n'est plus bon à produire quoi que ce soit. On a jeté toute notre industrie, on devient juste un pays de tourisme, de musées. Paris, c'est une ville musée. C'est dramatique, c'est une ville qui ne vit plus, c'est une ville qui est morte, où on va juste admirer le passé, alors que nous, on n'est plus rien. Et forcément, on se retrouve piétiné par ce passé, parce que c'était des gens grands, intéressants et forts à cette époque-là. Et ça tire vers le bas, l'être humain. Et on aurait tellement besoin de futuristes dans la France de 2023. Après, tu me diras que là, il y en a plein des futuristes dehors, ils sont en train de tout cramer. Là, on est tout début juillet, là. Il y a les émeutes. Mais c'est vrai que justement, moi je trouve qu'on est dans une ère où, curieusement, le futurisme dans ses... En fait, j'ai l'impression que les bons aspects du futuriste, ce qui appelle à la force, à la puissance, globalement, au fait d'innover, de dépasser la technique, etc., ça a totalement échoué au profit d'une technologie de l'innovation pour le confort. Et par contre, tous les aspects anti-passéistes, rejet de la civilisation et rejet même de la stabilité et rejet de la famille, puisque Marinetti explique très bien que s'il veut aussi donner le droit de vote aux femmes, c'est aussi pour offrir la liberté sexuelle, la liberté amoureuse, et à la fin détruire la famille qui devient inutile dans un monde où on peut créer des enfants en série par création de robots, hein, littéralement. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec le monde actuel et la libération des mœurs et du sexe? Je pose la question. Non, mais quand on voit les types qui veulent détruire toutes les statues de Colbert, c'est un aspect assez futuriste. C'est vrai, je suis relativement d'accord avec toi.
je pense que ça aurait été encore plus pertinent ce que tu dis il y a une petite dizaine d'années. Mais entre-temps, il y a une sorte de renouveau de la technique et heureusement, il y a des gens aux États-Unis notamment qui, comme Elon Musk, qui incarnent, tu vois, cet idéal de, comment dire, de l'être humain qui se dépasse pour des choses grandes, pour augmenter sa capacité d'action en elle-même, pas par confort. Elon Musk, c'est un mec qui est extrêmement riche quand vous vous renseignez sur, enfin, vous savez que c'est l'homme le plus riche au monde, et Oui, quand bah vous oui, bien sûr. renseignez sur sa manière de vivre, c'est pas le mec qui va se reposer dans son immense villa à Miami avec dans l'oisiveté et l'hédonisme. Pas du tout. Le mec, c'est un bourreau de travail. Tout l'argent qu'il a, il le réinvestit quasiment systématiquement dans ses entreprises pour continuer à croître. Donc, il y a des contre-exemples comme ça qui commencent à arriver. Et le plus grand homme de notre temps est quelque part une très bonne incarnation du futurisme. Donc, C'est une tout espoir n'est incarnation. pas perdu. Alors, ce serait une incarnation du futurisme dans ses attraits, propagation de la puissance et extension de nos capacités techniques, mais je pense pas qu'il y ait une profonde haine du passé chez Musk. Non, alors effectivement, il n'y a pas de haine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte Indifférence peut-être. ouais, de douce indifférence. Après, je sais que, différence, c'est peut-être le mot est peut-être un peu dur, puisque je sais que quand il partait en vacances, il va lire des livres sur Napoléon, ce genre de choses. Mais après, tu te dis, c'est peut-être pour trouver comment ça s'appelle, des leçons du passé. C'est peut-être pas par admiration bête du passé comme ce que décrit Marinetti. Oui, c'est peut-être aussi par intérêt, mais ne pas oublier que Marinetti défend quand même les autodafés de manière systématique pour les livres du passé. Mais en relisant le manifeste, tu remarques assez facilement que Marinetti est quand même pétri lui-même de pas mal d'incohérences. Ouais. C'est-à-dire que Ben, d'un côté, il est contre le romantisme des poètes, mais il explique bien que le romantisme étant l'œuvre des poètes, c'est forcément des poètes d'aller le retirer. Et il défend malgré tout l'existence de l'art. Alors que alors oui. l'art est une invention antique par essence. Mais après, tu peux. Après, ça dépend de ta conception de l'art. Hein. Puisque tu peux considérer que l'art a une utilité dans la propagation de la volonté, dans l'augmentation de la puissance. Euh, Tu peux considérer que c'est, comment dire, l'huile dans le rouage de la machine. Ce qui permet notamment, tu vois, l'information de passer plus vite, plus profondément. Ça peut avoir une utilité même d'un point de vue futuriste, l'art, je pense. Alors oui, ça peut avoir un but, mais il fait d'une catégorie à la fois l'ennemi à abattre et l'objectif à atteindre. Après, Moi, alors, ok. Moi, j'ai pas moi, j'ai vraiment pas enfin, ok. Mais j'ai pas l'impression qu'il essentialise l'art comme ça, moi. J'ai toute la partie romantique de l'art. Oui, je suis bien d'accord. Ça, il la jette à la poubelle. Mais justement, et toute la partie symbolique aussi. ouais, ouais, c'est ça, effectivement. Et c'est pour ça que, tu vois, justement, il est attaché à l'art, il pense qu'il a une unité, et c'est pour ça que c'est un mouvement artistique, fondamentalement, le futurisme. Ne l'oublions pas. Mais Et maintenant, qu'il essaye de proposer justement un art débarrassé de tous les éléments nocifs mais c'est qu'on une, a cités précédemment. mais c'est quand même une nouvelle génération d'artistes. En cela que les artistes ils ne doivent pas être que artistes, ils doivent aussi être bourreaux, agresseurs, Ouais. militaires, Mm. violents. Homme à femme aussi en un sens, parce que le mépris de la femme s'accompagne aussi d'une logique de fécondation. C'est-à-dire que il expliquait dans le mépris de la femme avant que son but, c'est globalement, bon, c'est triste, c'est son éducation qui a fait d'elle une pondeuse. Maintenant que c'est juste une pondeuse et que la seule chose naturelle chez l'homme, c'est pas l'amour, c'est la La reproduction. reproduction. Il faut s'en servir comme de ferme. Globalement, que tu entre les lignes, c'est ça. Ce qui est quand même Ouais. assez Ah, discutable. oh non, c'est très dur. C'est très dur, mais tout en disant au départ que la femme peut être un homme comme les autres. Enfin, voilà, je le rappelle. Euh, Et quand il finit par expliquer que le jour où l'homme et la femme seront des êtres indifférenciés par la naissance de robots qui pourront créer une nouvelle humanité de meilleure qualité parce que dépendant de la technique, il dépeint les mêmes idées que le manifeste cyborg, qui est un manifeste d'extrême gauche, qui explique que l'humanité deviendra parfaite quand on aura des cyborgs indifférenciés, agenrés, asexués.
Bah, peut-être que le manifeste du cyborg est lu le manifeste du futurisme, hein. Et ben, pour le coup, il y a suffisamment de points d'accroche pour penser que oui. Mmh. Mais une version Ouais. évidemment épurée de tous les aspects les plus nauséabonds. Un point qui est pas évident à la première lecture, mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Italie, ça apparaît quand même. Il explique dans son texte contre la Venise, passéiste, je sais pas si je peux en parler maintenant ou si j'attends Ouais, encore? vas-y. Là Il là expli là, je propose qu'on passe dans la partie, 2, l'intérêt du futurisme, donc ça rentre dedans, vas-y. Oui et ben, parfait. Alors parmi, l'intérêt du futurisme, enfin avant d'en cerner l'intérêt, il faut quand même en cerner aussi les limites et les Ouais, contradictions inhérentes. Dans ces ouais. contradictions, il y en a une qui est flagrante. Il explique qu'il faut, que Venise devienne une puissance industrielle et militaire pour aller défoncer et conquérir, l'Autriche parce qu'on a marre d'être des brocanteurs, des commerçants qui vivent sur des Mmh. musées uniquement et du tourisme. Sauf qu'il explique à un moment que l'Autriche est l'ennemi naturel et l'ennemi absolu de l'Italie. Ça peut Ouais, paraître ça peut paraître anecdotique, mais quand on connaît un peu l'histoire de l'Italie, on sait que la haine, surtout entre la Vénétie, donc la région de Venise, et l'Autriche, n'est pas du tout une haine instinctive ou racialo-ethnique, c'est une haine qui tire son essence de l'histoire. C'est-à-dire ouais. que la Vénétie était Géopolitique. la voilà, oui exactement, géopolitique. C'est la dernière région de l'Italie qui n'était pas libérée par Victor Emmanuel II. Il y a eu la troisième guerre d'indépendance donc face à l'Autriche avec les Français alliés qui ont mis à genoux l'Autriche et donc si je dis pas de conneries, je crois que la Vénétie était gérée d'ailleurs par les États pontificaux qui cèdent le territoire à Napoléon III avant de le céder à Victor Emmanuel II pour enfin créer l'unification de l'Italie. Et Ouais, donc dès cette l'Autriche a toujours été contre l'unification de l'Italie, historiquement. Parce que c'était un danger pour elle. mais donc le Marinetti qui nous répète en boucle qu'il ne faut ne pas prendre en compte le passé, qu'il faut vraiment se construire, innover, etc. Là, il entretient quand même la haine avec l'Autriche, qui est un trait purement historique et qui Ouais, était un des chevaux de bataille des réactionnaires. ouais, là, il est très, patriotard, pour le coup, Même en même si effet. après même si après il ne nie jamais son patriotisme, hein. Il explique que Mmh. tout futuriste est patriote. Mais c'est un Ouais. patriotisme très distinct du patriotisme, conventionnel, dirons-nous. Oui. Oui, mais là, pour le coup, il a un patriotisme conventionnel dans sa haine de l'Autriche. Et pour des raisons, historiques. Ça aurait été une haine, comment dire, dans le sens, ouais, l'Autriche, c'est des arriérés, ils sont nuls, vas-y, faut qu'on les écrase pour les recouvrir d'usines. Ce serait très futuriste pour le coup, mais là, c'est, comme tu disais, c'est pas le cas. Là, il reprend vraiment le patriotisme à la Garibaldi, en fait, Ouais. patriotisme très, très classique. Euh, ouais, et c'est ça aussi qui a un intérêt du futurisme, c'est que c'est par le négatif que c'est intéressant, c'est que il va tellement loin dans la promotion d'idées, comment dire, extrêmes, anti-romantiques, anti-passéistes, que ça en devenant pratiquement une caricature, tu comprends en fait l'intérêt de ça, de ces moments, de cette manière de penser aussi. Parce qu'en fait, c'est juste invivable de vivre comme un futuriste. Comme tu le disais, c'est si tous les pays étaient futuristes, en 40 ans, il n'y aurait plus aucune humanité sur Terre. Et que ce mépris du passé, quelque part, il est injuste parce que s'il y a tout un tas de traditions, s'il y a eu un art, s'il y a s'il y a eu du romantisme, s'il y a eu des religions, c'était pour répondre à des traditions aussi, c'était pour répondre à un tout un tas de problématiques qui, sur le ton long, se sont sédimentées pour former les cultures, les traditions humaines, pour permettre à l'homme de survivre et de s'étendre. Si ça n'existe pas juste pour le engoncer l'être humain et le limiter. Si tout cet appareillage existe, c'est pour quelque chose. Et Marinetti, en voulant le dynamiter de manière aussi férocement, en l'attaquant de manière aussi dure, ça permet à la lecture de ceci de se rendre compte de l'intérêt de ce corsetage. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Paradoxalement, il y montre le négatif et si, Voilà. je suis d'accord. Surtout d'ailleurs dans, Tuons le clair de lune, où ça brille beaucoup plus. Alors moi, Ouais. je dois avouer que imaginer, des types heureux de se balader, sanguinaires, tirer tout ce qui bouge, animaux compris, femmes, enfants, pour ensuite s'amuser à détruire les étoiles, puis, les statues, de Bouddha millénaires. Bon, moi, j'avoue que quand je vois le gouvernement chinois qui fait péter des statues de Bouddha, j'ai plutôt le cœur qui saigne, tu vois? Ouais, ou même les. Voilà, encore une fois, on est le 2, pour vous le dire, la vidéo sortira dans longtemps, mais on est le 2 avril. Là, ça va être le 5e jour d'émeute de banlieue. On les a, hein, les hordes qui détruisent tout. Alors eux, ils le font pas par idéal futuriste, hein, ils le font par haine de la France. Ils le font pas par Et patriotisme non plus,
Ouais, mais comment dire, de manière pratique, subir ça, c'est relativement insupportable quand même, quoi. Et je suis pas sûr qu'une humanité puisse prospérer dans ces conditions. Je suis pas sûr qu'aucun pays puisse prospérer dans ces conditions, de toute manière. Maintenant, c'est parce que l'idéal futuriste est en même temps inatteignable et le mec le savait très bien. Parce que cet idéal, C'est c'est un état de guerre totale permanent. Dans sa logique, si l'humanité était entièrement tout le temps en guerre en permanence sans discontinuer, on finirait par s'habituer, par être exalté par le conflit permanent. D'après sa vision. Bon, moi quand je vois les témoignages des soldats pendant les tranchées ou ouais. Seconde Guerre mondiale, j'ai pas l'impression que ça a été toujours aussi exaltant. Bon, il y en a eu, faut Et, être honnête, et mais il y en a eu, c'est vrai. Bah, Younger, c'est des gens comme ça, je pense surtout à Younger, oui, oui, voilà, mais c'est quand même pas la majorité. mais il y a un truc qu'il a pas pris en compte aussi, c'est le progrès technique en lui-même qui va atteindre, où il va y avoir certains paliers où le progrès technique va avancer plus rapidement que l'homme et le broyer, alors que le progrès technique n'est pas capable de se suffire à lui-même encore. Donc du coup, ça serait une autodestruction de l'humanité et de la technique qu'elle supporte. Même si après, lui, son but, justement, c'est de supprimer l'humanité au profit d'une post-humanité. Oui, oui, mais pour ce faire, il faut que l'humanité survive assez longtemps dans un mode futuriste. Ah oui, et ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, Oui. pour visualiser un peu une utopie futuriste, alors ça sera peut-être pas en adéquation avec mes pensées, mais pour ceux qui connaissent Warhammer 40 000, Ah. il y a quand même énormément de domaines qui tiennent du futurisme. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un univers qui est quand même très très sombre, dans des mondes entièrement industriels et entièrement tournés vers une guerre totale. Sur pas mal d'aspects, ça m'y fait penser. Mais bon, alors pour Warhammer, je connais bien, enfin, j'aime beaucoup le lore. Il y a un côté aussi extrêmement conservateur en même temps. C'est théocratie militaire qui est attachée au passé, aux œuvres technologiques du passé. Il faut pas faire d'innovation technologique. Oui, Pour oui. l'humanité, parce qu'il y a d'autres espèces, c'est pas pareil. Mais pour l'humanité. Mais oui, après, il y a aussi ce côté, ouais, très, je sais pas, désutopique qui existe. Ouais, totalement dystopique, ouais, c'était Mm. assez terrible. D'ailleurs, ce serait bien que quelqu'un écrive un article là-dessus. Alors, Pour j'y avais réfléchi justement, je suis en train de chercher des angles d'attaque, figure-toi, mais oui, je pense qu'il y a un potentiel. Je pense peut-être faire ça cet été. Bah ouais, non, mais ouais, carrément, carrément, carrément. Moi, j'ai rédigé un article, j'ai essayé de mettre un peu de Adeptus Mechanicus dedans. Mais bon, Parce que tu vois, il est difficile à enfoncer. justement, quand tu parles d'Adeptus Mechanicus, là on est sur une logique qui est totalement technophile, de perpétuel renouvellement, de techniques qui refondent absolument, au point que Mm. leur corps et leur divinité Le dieu soient des machine. entités, littéralement des dieux machines. Mais le lore de Warhammer 40 000 est tellement vaste que tu peux tout trouver là-dedans. Et c'est pour ça qu'à mon avis, tu vas avoir du mal à faire cet article. Ouais, C'est tellement vaste. je pense aussi. Après, j'avais pensé peut-être en parler, mais sous un angle un peu extérieur au lore. Tu vas parler du modèle économique juste de Game Workshop, mais bon, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Faut que j'y réfléchisse. Ouais, ouais. Je suis pas sûr que ce soit le plus sexy en effet. Le modèle économique de. Ouais. C'est des gros arnaqueurs, ils font des figurines à 50 balles pour de la merde en résine, quoi. C'est abusé, quoi. Mais bon, bref. Ouais, mais en fait, ça fonctionne parce que n'importe qui peut réussir à toucher ses centres d'intérêt et à se sentir identifié par les figurines qu'il achète, de par le lore hyper étendu, comme le lore touche tous les aspects de l'être humain. Il manque juste le wokisme dans Warhammer 40 000. Tu connais, Ils tu connais essayent de le mettre, Slaanesh? visiblement. Ouais, ah non, non, mais ah, non, oh, ah, non, ok, non, non. C'est pas le wokisme, c'est l'hédonisme, Slanesh. Oui, bon, des gens Bah, qui pensent aux orgies, à la drogue et au tableau de plug anneaux géants, bon. ouais, bon, En je vrai, l'avais pas vu comme ça, mais je pensais, j'ai, comment dire, je pensais au côté lumineux du wokisme, libération, tu vois, pas forcément le côté dégénéré tout de suite, quoi. Mais il y a un côté lumineux au wokisme. non, Non, mais non, pardon. en Arrête. théorie, quoi. Mais bon, enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Très bien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, je te propose de passer à la conclusion. Bah, je vais rajouter quelque chose dans la conclusion. Juste, Ok. en fait, je trouve que Marinetti, pour reparler de ses contradictions, il se sert beaucoup
mais très inconsciemment, il faut lire entre les lignes, mais du darwinisme pour justifier sa pensée anti-passé et donc indirectement anti-organique. Puisqu'il défend la mécanisation absolue de tout et le fait de recouvrir le monde de béton et d'usines. En fait, j'y pense, c'est le docteur Robotnik en fait. Oui, oui, j'y ai pensé tout à l'heure, je l'ai pas sorti, mais oui, totalement, c'est Robotnik le mec. Mais est-ce que Non, des animaux. Pourquoi? Parce que. Parce que quand il t'explique qu'il faut que l'homme soit fort, soit un reproducteur fertile, soit quelqu'un de violent, capable de conquête, que ta tribu ou ta nation, ton pays domine sur celle des autres pour approuver ton ascendance, etc., que les faibles disparaîtront et que les forts se reproduiront, globalement, moi j'y vois quand même une forme d'éloge à peine camouflée du darwinisme, mais avec un vernis mécaniciste. Oui, oui. Bah. Mécaniciste, tu veux dire quoi? Mécanique dans le sens Bah, industrieux, la machine ou oui, genre oui, c'est oui, des. oui, Ok, c'est ce d'accord. que je veux dire. C'est-à-dire que le type se cache sous l'ambition, bon, qui est concrète, hein, parce que clairement, je mets pas en doute là-dessus Marinetti. Il voulait faire des robots, il voulait tout industrialiser, mais tout cela, malgré lui, correspond quand même à des ambitions à la base qui tiennent du quelque chose de très naturel. Vouloir être plus fort que son voisin, c'est quelque chose qui est quand même assez inhérent à tout être humain. Ouais, ouais. Mais quelque part, oui, c'est. Bah, en fait, ce n'est qu'un prolongement, en fait, ce qu'il veut faire, Marinetti. C'est pour ça que moi j'y vois comme une sorte d'accélérationnisme, en fait. C'est qu'en gros, c'est faire plonger l'être humain totalement dans sa nature, vers sa nature démurgique, le pousser à fond dans cette logique-là, qui est en fait, qui n'est que le déroulement d'une longue série d'évolutions depuis les cellules dans la vase primordiale par les animaux jusqu'à nous et jusqu'à l'humain augmenté et après la machine, fruit de pure volonté, quoi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très très nietzschéen, c'est-à-dire Mm. tuer Dieu, tuer les sources biologiques de notre passé qui nous ont fondés pour devenir nos propres dieux par la machine et la technique et devenir maître de notre propre évolution. Il y a un côté quand même si je suis pas forcément en accord avec ce qu'il dit, il y a un côté, je pense qu'on peut pas le contredire, qui est exaltant dans sa pensée. Ah non, non, ça c'est clair, c'est très, très C'est exact. c'est un type d'univers qui au cinéma par exemple pourrait donner des visuels absolument incroyables. D'ailleurs, il y a une œuvre qui je considère de mon point de vue est totalement futuriste dans son architecture et sa construction, c'est Metropolis de Fritz Lang. Ouais, excellent film. Les visuels sont des visuels futuristes, très inspirés de la Cita Nuova, qui était donc la cité parfaite fantasmée par les futuristes, donc une œuvre architecturale composée uniquement voilà, de verre, d'aluminium, produits qui sont très très légers, inspirés, qui sont étonnamment de très très beaux bâtiments d'ailleurs pour le dire futuriste. Architecture futuriste qui va aussi inspirer un type pour un style beaucoup plus carré et brutal, qui donnera le brutalisme, qui est Le Corbusier. Oui, qui était fasciste aussi. Ah bon? Enfin, ouais, ouais, il me semble avoir vu une vidéo de, quand il s'appelle, de Barbares civilisés, où il parle de ça, et tu comprends clairement qu'il était nazi ou fasciste, je sais plus exactement, mais Alors, je connais pas du tout le bord idéologique du Corbusier, je t'avoue, mais quand on voit que son brutalisme est teinté de futurisme, ça me paraît pas incohérent en tout cas. Mais j'avoue ouais, que je sais pas. tout se rejoint, tu vois. Mais après, moi, je t'avoue qu'aussi, Metropolis, en vrai, c'est pas au futurisme auquel je pense au premier, c'est comment ça s'appelle, c'est l'expressionnisme. Ah, mais ça, c'est parce que le cinéma allemand a toujours été teinté un peu d'expressionnisme, hein, comme Ah, mais Ivan. surtout à cette époque-là, là, c'était vraiment Ouais, énervé, quoi. à cette époque aussi où il y avait La Nuit du Chasseur, je crois. Ouais, et puis tous les films de Fritz Lang. Fritz Lang, c'est que du futur, enfin, c'est que de l'expressionnisme. Aime le maudit, Après, je suis d'accord, Friesland, c'est de l'expressionnisme allemand, mais moi, je parlais vraiment du visuel, c'est la manière dont la ville est représentée, la manière dont le oui, robot est oui, représenté. le robot, ouais, le robot, c'est vraiment. L'effervescence des ouvriers, tu vois, et littéralement littéralement le dieu machine qui mâche les ouvriers là avec son Oui, énorme gueule, qui crache des fumées, etc. J'ai l'impression de voir une description d'une ville industrielle par Marinetti. mm, 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 mm. Ouais, ouais, c'est vrai, effectivement. C'est la rencontre entre ces deux univers. Mais ouais, le futuriste, tu sens que c'est un continent artistique englouti, en fait. Et il y aurait vraiment beaucoup de choses à aller chercher dedans. Je sais pas, là, il y a comme une sorte de panne, tu vois, dans l'art actuellement, surtout au cinéma.
Alors c'est toujours les mêmes films, c'est toujours un peu les mêmes types de visuels, il y a pas trop d'innovation, surtout dans le cinéma, comment dire, grand public. Là, je sais pas, s'il y a des mecs de comment ça s'appelle des gens qui travaillent à Hollywood qui nous écoutent, renseignez-vous, penchez-vous là-dessus. Il y aurait vraiment moyen de faire des choses, excellentes. Ah, après, en vrai, je trouve que c'est depuis 2-3 ans que le cinéma se renouvelle bien, là, point de vue. Genre, il y a eu un gros depuis 3 ans, je trouve qu'il y a un beau renouveau. Ah ouais? Bah, tu penses à Ouais. quoi particulièrement? Alors, bon, dans les films très bizarres, j'ai vu récemment Mad God de Phil Tippett qui est, alors Phil Tippett, aucun rapport avec le futurisme. C'est, comment dire? Un des plus grands artistes de modélisation, 3D, tu sais, en stop motion, donc avec, de la pâte à modeler pour faire des créatures, fantastiques au cinéma. Par exemple, OK. si tu regardé Jason et les Argonautes Oui, oui, ou les premiers excellent. Star Wars, tu vois les bestioles qui se battent sur Mmh. un échiquier, c'est eux. Et ce Phil Tippett est un type qui est, psychologiquement et psychiatriquement complètement, dérangé, qui a fait un cauchemar absolument ignoble et il s'est réveillé avec une mission: «Je dois restituer ce cauchemar sur grand écran». Et donc son film là, Mad God, qui est sorti dans 2-3 ciné, en France, j'ai eu la chance de voir la toute dernière séance, te fait juste suivre ce cauchemar pendant 1h30 dans un monde en stop motion. Si tu es curieux, regarde la bande annonce, c'est honnêtement c'est un des 2 films les plus dérangeants que j'ai eu de ma vie. Ouais, c'est absolument, terrible et effrayant comme expérience. Moi, je suis en train de regarder là sur Google Images. Ouais, OK, Ah ouais, ouais, d'accord. ouais, c'est vraiment très, très, très glauque. Est-ce que Mais il ça est fait est-ce que alors, je sais pas, ça fait penser un peu à Tetsuo, je sais pas si tu connais? Tetsuo, ça me dit un truc de nom. C'est le film japonais complètement fou où le mec, bah, justement, ça rejoint un peu Ah, un l'homme peu machine là, non? oui, 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 oui. oui, OK, oui, je vois, je vois. En vrai, dans la manière dont le glauque est amené, il y a pas mal de similitudes, ouais. Tiens, ouais, c'est OK, ouais. Tetsuo, ouais, un peu futuriste aussi sur les bords, même si en vrai c'est plus cyberpunk qu'autre chose, mais bon, ouais, bon, tout se Alors que rejoint. futurisme serait peut-être plus, dieselpunk. Ouais, alors là, tu dans une sous-variante que je connais pas. Ah bah cherche des visuels, enfin chercher des visuels dieselpunk, je trouve de mon point de vue que c'est vraiment, du Marinetti. Tu sais, c'est-à-dire, C'est t'imagines quoi? imagines C'est pas le steampunk, mais c'est le dieselpunk. Alors c'est juste ouais, 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 la technologie 20 ans après, quoi. ouais, c'est ça, c'est-à-dire t'imagines D'accord, OK. un peu comme steampunk, une technologie très, très avancée, mais qui fonctionne uniquement avec, les machines à l'essence, les chemins de cheval de fer à l'ancienne, les dirigeables, Ouais, mais en non progressé. OK. Oui, oui, OK, Et donc forcément une pollution absolument, dévastatrice. ouais, OK. Ouais, c'est pas mal en effet. Parce que alors moi, ça fait longtemps que j'ai rien vu de sympa au cinéma. À une époque, j'étais très cinéphile, là, je me suis un peu décroché. Je crois que le dernier film vraiment sympa que j'ai vu, ça devait être le Dune, justement. Qui était quand même Heu, pas mal, enfin en tant que sympathisant archéofuturiste, j'avoue que Dune, ça m'a bien plu. ouais, ouais, dans du ouais, Dune, justement, il y a un article à faire sur l'archéofuturisme et Dune aussi, Ouais, il faut que quelqu'un le fasse. ouais, Mais c'est bien. et là, il y a la bande annonce, la deuxième là qui vient de sortir, ça a l'air d'être monstrueux. Ah, j'avoue que j'attends aussi avec hâte. Ah ouais, 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 ouais. Et bon, c'est un peu hors sujet, hein, pour le Ah, cinéma, mais dérivé un peu, hein. Mmh. mais ces dernières années, il y a The Green Knight qui est sorti, qui est une espèce, d'ode pour les contes, traditionnels de l'Europe, donc en te mettant en scène Perceval et Chevalier des Tables Rondes, mais en s'inspirant vraiment, en étant fidèle aux œuvres originales de Chrétien de Troyes. Et c'était vraiment un film d'auteur, donc faut aimer, c'est un petit peu lent et cetera, Ah! mais j'avais beaucoup aimé. Et récemment, il y a aussi alors Le Chapeauté, je sais pas si tu as suivi, mais Le Chapeauté 2, 1er degré, aucune blague, est un des meilleurs dessins animés des dernières décennies. Ah bon? Et je pense que c'est un dessin animé que je montrerai à mes gamins. Ah ouais, vraiment. Le Chapeauté 2 en plus, pas le 1. Ouais. Mais d'accord. Ouais, non mais je t'avoue, j'ai jamais vu Chapeauté, ni un Alors ni j'ai 2. pas vu le 1, on m'a traîné de force pour voir le 2 et honnêtement, incroyable surprise. Heureusement qu'il y a des bonnes surprises au cinéma. C'est rare, mais ça arrive. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, quand je vais voir un film en général, je suis jamais surpris négativement ou positivement. J'arrive toujours bien à me situer. Jamais surpris. Enfin, rarement, très rarement. Mais ça fait Ah plaisir quand ça arrive. parfois ça fait plaisir, ouais, quand ça arrive. Mmh. Euh, très bien, très bien. Bon, petite conclusion sur le futurisme. Qu'est-ce que tu voudrais dire
Bah, je pense que c'est un courant qui mérite d'être exploré. À mon avis, de par les accointances avec le fascisme, on a tendance à essayer de glisser sous le tapis et de l'oublier. Ce qui est une mauvaise chose parce qu'on ne peut pas comprendre comment certains événements du passé ont pu se produire en séduisant par exemple les élites, sans comprendre d'abord les origines aussi artistiques qui ont joué un rôle malgré tout pour la conquête des esprits. Au-delà de ça, purement sur la forme, c'est un courant qui est absolument, je trouve personnellement sublime, qui est très très original, qui est très très intéressant, qui est bien construit, qui offre des visuels vraiment très novateurs. Personnellement, la peinture futuriste, c'est un peu comme le dadaïsme ou le cubisme, hein, on aime ou on n'aime pas, mais je suis un très très grand partisan de Boccioni ou Russolo, j'aime beaucoup. Pour le reste, ne pas oublier quand même de Rusty Marinetti, c'est-à-dire que un de ses plus gros troubles, et là où il s'est vraiment trompé sur sa prédiction, c'est que pour lui, l'évolution et le progrès technique ne pouvaient aller que en permanence vers plus de puissance, Hmm. plus de tests, et donc finalement par des hommes de plus en plus tendant vers le conflit, la guerre, la conquête. Et Et la grandeur. on voit que et la grandeur. Sauf qu'on voit Hmm. qu'aujourd'hui, en réalité, la plupart des sciences, et je dis pas que c'est un mal, mais la plupart des sciences qui sont apparues et la plupart des innovations ont plutôt été appliquées sur le champ du marché, donc sur l'économie, sur la rapidité des transports, la rapidité des fournitures, de la Hmm. production, de la consommation, et ça a permis aux individus non pas d'être dans le mouvement permanent et l'exaltation du conflit et de la destruction, mais à l'inverse plutôt dans l'immobilisme, le calme de leur appartement, les livreurs, c'est un monde effervescent à l'extérieur de tes murs, mais à l'intérieur tout qu'on t'amène à domicile. Et on arrive, T'es rabougri, quoi. oui, mais en fait, on arrive à une forme d'immobilisme par le progrès technique. Et là-dessus, je pense que Marinetti s'est totalement planté, ouais. Parce qu'il Hmm. pensait que l'avenir de l'humanité allait devenir l'homme multiplié, là où on se rend compte de plus en plus que l'avenir de l'humanité, c'est plutôt l'homo economicus. Ouais, il était trop optimiste, Marinetti. Il Ouais, était sur ce plan, trop, ouais. il était trop pétri d'idéal Nietzschéen, j'ai envie de dire, là, pour le Oui, coup. oui. Oui, je pense que c'est une bonne définition. Lui qui se définit, qui essaye de s'éloigner de Nietzsche, on voit que, bon, il n'a pas réussi non plus, totalement. C'est assez difficile. Euh, Bah, moi, je conseillerais aussi de vous renseigner sur le futurisme. Le livre là, dont on a parlé, Tuons le clair de lune de Marinetti, euh, ça coûte 12 balles. C'est un petit livre, il doit faire une soixantaine de pages. Alors vous allez dire c'est cher, c'est un peu cher en effet, mais comme je vous dis, le bouquin est beau. C'est vraiment, c'est des textes qui vont vous faire rire. Moi en tout cas, bon, si vous avez un peu d'humour, moi en général, je n'arrive jamais à rire en lisant, je sais pas pourquoi. Mais là, franchement, j'ai rigolé plusieurs fois, très sincèrement, tellement que cette pensée peut paraître baroque. Après, c'est une pensée qui est quand même stimulante. C'est une pensée qui a donné naissance à qui a été un vrai point de départ, une vraie révolution qui a donné naissance à plein de mouvements artistiques majeurs dont on a parlé. C'est quelque chose qui préfigure du transhumanisme, qui est bon, un des sujets brûlants de notre époque actuelle. Donc, je ne peux que, si vous êtes curieux sur tous ces sujets, je ne peux que vous conseiller de vous pencher là-dessus. Et je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo sur le futurisme parce qu'il y en a très peu sur YouTube. Des vidéos qui durent aussi longtemps, je suis à peu près sûr qu'il n'y en ait pas. Des vidéos aussi détaillées où on rentre autant dans le détail non plus. Donc voilà, très content d'avoir fait notre devoir vis-à-vis du futurisme. Et dans tous les cas, c'est une lecture qu'il faut, enfin, si vous en avez l'occasion, qu'il faut avoir eu. C'est des textes qui ne vous laisseront pas indemne. Non, Je pense clairement, que ça va vous marquer. je pense que c'est impossible de lire Marinetti et d'en sortir plat. Soit on est exalté, soit on est complètement dans le mépris et le rejet, mais Ou dans la horrifié même. direction. Ou horrifié, oui. Ce qui se comprend. Parce que je pense que t'as un, comment dire, un chrétien bien tradi qui lit ça, il devient dingue. Bah, je t'avais dit, moi-même, détruire les statues de Bouddha ou temples, les temples égyptiens, bon, les pyramides, bon, ça me fera un petit truc quand même. Ouais. Ouais, c'est bon. On va éviter. On va éviter ça. Bon, en attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver, Marc? Bah écoute, on peut me retrouver principalement sur Rage Culture pour écrire des articles, sinon je suis pas très actif sur les réseaux. Ouais, Il y bon a un, bah, il y a un petit Twitter, mais je poste pas grand-chose.
D'accord. Voilà. Bon, les articles qu'il a écrits sont bien. T'en as écrit combien de mémoire? J'en identifie 3, mais t'as dû en faire d'autres. Je mélange avec tous les Alors, rédacteurs. j'en ai écrit 6, je crois. Alors, j'en ai écrit un sur Judge Dredd, où j'explique sur Ah le oui, c'est fondement vrai, de c'est vrai. Judge Dredd la philosophie juridique qui amène à créer des états répressifs, qui, vu l'ambiance en ce moment avec la police, est peut-être le bienvenu en termes de redécouverte. Et on va y avoir droit là, au rebond autoritaire, on va se le prendre en plein dans la gueule, hein, les mecs. Hein, C'est préparez-vous. Hein. c'est une possibilité. Je suis pas aussi certain, mais ouais, c'est une possibilité. Après, j'en ai écrit un sur Dune et l'archéofuturisme, que j'avais plutôt apprécié. Ah mais attends. Oui, 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 ok, oui, non, oui, oui, c'est vrai, tu l'avais écrit, excuse-moi, je dis, il Ah faudrait oui? l'écrire, mais Ah non, oui? oui, tu l'as Ah oui, écrit, oui, oui. oui, oui, je l'avais écrit, oui. Oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi, bon, vas-y. Ouais, mais pas de souci. Bon, puis après, j'avais écrit un texte sur la philosophie du droit selon Wiener. Hmm. Très bien. En tout cas, aussi, je me souviens, celui sur Judge Dredd, il était très sympa. Les deux, t'en as fait deux sur Marinetti, voilà, que je mettrai en Ouais. description pour approfondir le sujet qui était excellent. Celui sur Dune, c'est bon, je me souviens. Je me souviens même de la couverture, elle était très belle, là, l'espèce de dune vue de haut, ça y est, je me souviens. Euh, euh, Donc voilà. Bah, sinon, allez sur Rage Culture aussi, c'est excellent. Il y a plein de gens très bien, des gens très sympas, des articles très sympas. Et bah, en attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager. Ça fait plaisir. Parlez du futurisme autour de vous. Et bah, je vous dis à bientôt. Normalement, si j'ai bien travaillé cet été, il y en aura plein d'autres de vidéos comme ça. Là, la chaîne va partir vers une orientation de plus en plus personnelle. Je pense que j'inviterai aussi d'autres personnes. Si jamais il y a un sujet potentiel qui peut t'intéresser, je pourrais te réinviter aussi, Marc, si ça t'intéresse. Bah écoute, avec grand plaisir. Et alors, merci de m'avoir participé. De rien, de rien. Merci à toi d'être venu. C'était vraiment très très chouette. Voilà, les gens. À très bientôt. Ciao. Au revoir.